Nous passons maintenant à la séance et j'invite Marc Révol à venir la modérer à côté de moi. Bon, on ne présente pas Marc Révol qui vient souvent à l'Académie en visiteur attentif et, comment dirais-je, bienveillant. Et nous sommes très heureux qu'il ait accepté d'organiser cette séance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général, d'avoir bien voulu permettre d'organiser à l'Académie nationale de chirurgie cette séance qui concerne un chapitre qui est de pratique quotidienne et qui concerne énormément de monde parmi nos collègues, parmi les équipes soignantes, parmi les pharmaciens et parmi les patients, bien entendu. Je vais, si vous le voulez bien, me déplacer pour faire cette présentation. Oui. Merci beaucoup. Donc le sujet, c'est la place du traitement par pression négative, qu'on va abréger en TPN, dans la prise en charge des exérèses chirurgicales, sujet de pratique quotidienne s'il en est. Après cette introduction, le professeur Medjeri vous présentera les données de la bibliographie concernant le TPN, puis le professeur Berteuil et le docteur Rebel vous présenteront les résultats de 2 magnifiques études cliniques concernant le TPN. Et la séance des questions sera reportée à la fin de cette visioconférence pour des raisons d'organisation. Avant tout, je tiens à souligner le fait que je n'ai strictement aucun lien ni conflit d'intérêt dans cette séance et que je ne suis pas et n'ai jamais été payé par le laboratoire Brottier ni quelque autre laboratoire que ce soit. Mais néanmoins, je suis profondément reconnaissant au laboratoire Brottier d'avoir financé ces 2 études cliniques qui sont d'un niveau remarquable, prospective, multicentrique, randomisée. C'est de toute beauté. Et j'ai eu l'honneur de coordonner une de ces 2 études qui m'a apporté beaucoup de satisfaction intellectuelle et j'espère vous faire partager ces satisfactions. Parlons donc du TPN. Après des débuts historiques mais anecdotiques au XIXe siècle avec Jules Guérin, après des publications soviétiques dans les années 70, la première utilisation intensive du TPN tel que nous le connaissons aujourd'hui a été faite par les chirurgiens militaires américains lors de la guerre du Golfe. Et l'indication essentielle à cette époque était le conditionnement des grosses plaies de guerre pour préparer les blessés à un transport, une évacuation vers les hôpitaux de l'arrière. Et dans cette indication, le TPN était remarquablement efficace, le conditionnement était remarquable. À partir de là, le TPN a commencé à être utilisé dans tous les services. Il a été autorisé à la vente en 1995 en France et l'utilisation a explosé d'une façon exponentielle au point d'être aujourd'hui utilisé pratiquement systématiquement et d'une façon presque irraisonnée dans tous les types de plaies, y compris jusqu'à une période récente, on le propose dans les plaies suturées. Ça pose la question de savoir si les bénéfices du TPN dans le traitement des plaies compensent ses inconvénients et ses risques, qui sont loin d'être négligeables,
Le premier est l'asservissement du patient à cette machine qui est bruyante la nuit et qui restreint considérablement les déplacements le jour, qui nécessite une formation pour les équipes soignantes. Il faut se former à la machine, il faut se former à tous les consommables. Bien plus, il faut se former à chaque type de machine. Chaque type de machine a un mode d'emploi différent. Et de nos jours, une fois qu'on est formé à un type de machine, il en existe maintenant beaucoup sur le marché et la pharmacie de votre service va vous imposer un nouvel appareil auquel il faudra se former. C'est difficile de connaître tous les modes d'emploi. Très généralement, il faut plusieurs personnes pour bien adapter les mousses et pour assurer l'étanchéité du système. Enfin et surtout, eh bien, le TPN peut être dangereux, surtout s'il est utilisé à domicile par des équipes non formées, si ça n'est pas surveillé 24 heures sur 24 et si la mousse n'est pas renouvelée au bout de 48 à 72 heures. Pourquoi est-ce que le TPN est dangereux? Eh bien, tout simplement parce qu'en appliquant sur la plaie une dépression continue, eh bien, il va pouvoir provoquer des hémorragies qui peuvent être catastrophiques si la plaie est située à proximité de gros vaisseaux. Les fabricants ne s'y trompent pas, ils ont tous prévu une alarme, un système d'alarme pour détecter cette complication, cet événement. Encore faut-il être là pour surveiller. La dépression continue sur la plaie fait que les bourgeons néoformés pénètrent dans la mousse et inversement, la mousse pénètre dans les bourgeons néoformés, de sorte que lorsqu'on va changer la mousse ou retirer le pansement, eh bien, des bourgeons néoformés seront arrachés, source de saignement et de douleur, et des fragments de mousse peuvent rester incarcérés dans les bourgeons néoformés, source d'infection. Ce n'est pas moi qui décris ces complications, elles ont été publiées depuis longtemps dans la littérature, avec sur les deux marches du podium principal, les hémorragies et les infections. Alors, ce tableau présente une particularité, ce sont les chiffres rouges. C'est-à-dire que les événements indésirables graves du TPN, eh bien, ça conduit jusqu'au décès. Et là, on ne parle plus d'un pansement tout à fait habituel. On est dans un domaine, une catégorie particulière de pansement. Ça n'avait pas échappé à la Food and Drug Administration américaine qui, en 2009, avait émis une première recommandation destinée aux professionnels de santé et attirant leur attention sur les risques de graves complications associées au TPN, spécialement lorsque ce dispositif, cette machine, était utilisée à la maison ou dans les centres de long séjour, mal surveillés, mal utilisés, avec 6 décès et 77 événements indésirables graves en 2009. 2 ans après, la FDA renouvelle son alerte en signalant cette fois 12 décès pour 174 événements indésirables graves. Les autorités sanitaires de France, du Royaume-Uni, du Canada ont alors à leur tour émis leurs propres recommandations. Tout le monde s'est copié les uns sur les autres. Et ces recommandations consistent pour la HAS à souligner le fait que le TPN est sous la responsabilité de prescription des médecins. Il ne peut être utilisé que par des équipes qui sont formées à ce dispositif et à la machine en question. Il faut bien entendu choisir les indications rigoureusement. Il faut surveiller les patients 24 heures sur 24. Il faut que le renouvellement de la mousse se fasse au maximum au bout de 48 ou 72 heures. Et il faut arrêter le TPN si on ne constate pas d'amélioration au bout de 8 jours. Alors, ces inconvénients étant rappelés, étant loin d'être anodins, on suppose que les bénéfices en termes de cicatrisation du TPN sur les pansements conventionnels valent la peine de l'utiliser, valent la peine de l'indiquer. C'est ce qui a motivé les 2 études cliniques que vous allez voir et qui ont été bien entendu précédées d'une revue bibliographique très orientée par la Cochrane. Tout le monde sait que la Cochrane est une organisation internationale qui comprend un très grand nombre d'experts, 28 000
au dernier recensement, 120 pays. C'est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif d'éclairer d'une façon impartiale les décideurs, les utilisateurs et les patients, parce que les sites internet de la Cochrane sont à la disposition libre de qui veut les consulter, pour recommander tel ou tel traitement lorsque c'est possible dans un domaine. Comment fait-elle ces recommandations? Eh bien, en faisant des méta-analyses de la littérature, en classant les niveaux de preuve et en appréciant les rapports bénéfices-risques les uns par rapport aux autres. Et nous avons eu la chance que la Cochrane se soit intéressée depuis 10 ans au TPN dans le domaine de la plaie. Elle a pratiqué des méta-analyses, et ces méta-analyses, eh bien, je vais laisser la parole au professeur Madjeri qui va nous exposer les données actuelles de la bibliographie.